Bonjour et bienvenue dans notre podcast La diminution des droits des femmes dans le monde, un enjeu à surveiller. Je m'appelle Roselyne et je suis avec ma co-host Ingrid! Et aujourd'hui, notre podcast va être sur l'Afghanistan. Donc, on peut commencer tout de suite avec l'histoire de l'Afghanistan. Donc, l'Afghanistan, c'est un pays qui existe depuis le tout début de notre civilisation. C'est un pays riche en ressources et très fertile. C'est un pays avec une espérance de vie, même encore aujourd'hui, très faible, avec 42 ans pour les femmes et 41 ans pour les hommes. Et dans ce pays, avant l'arrivée d'un personnage important de notre podcast d'aujourd'hui, Amanullah Khan, les droits des femmes, c'était pas vraiment plus différent que d'autres pays, puis elles étaient prises en charge par les hommes dans leur vie, comme à peu près une grande majorité de notre monde. Puis c'était aussi une société plutôt patriarcale, avec comme la majorité du monde à ce moment-là. Les femmes jouaient un rôle majoritairement domestique, avec un accès au travail et à l'éducation très restreint. La partie historique de l'Afghanistan va être séparée en comme 6 grands événements. Et le premier, c'est l'arrivée de Amanullah Khan. Donc, c'est en 1919 que ce personnage-là arrive au contrôle, au pouvoir en Afghanistan. Puis, c'est un grand personnage pour le droit des femmes afghanes. Il apporte lors de son règne plusieurs réformes en faveur des femmes dans leur constitution, puis dans l'administration de son pays. Comme le fait qu'elles peuvent enlever leur voile et il crée des écoles pour les femmes en 1921. Puis elles obtiennent même le droit de vote en 1919. Ces décisions de la part de Khan ont éveillé les conservateurs du pays, puis c'est qu'est-ce qui a engendré une guerre civile en 1928 et qui a empêché les réformes que Khan avait travaillé fort pour instaurer dans son pays et donc qui n'ont jamais eu lieu. Puis à la suite de ces réformes-là, la femme de Khan elle est devenue un grand symbole de féminisme et de modernité en Afghanistan, puis elle se nomme Soraya. Et donc, après ces guerres civiles-là, il y a eu plusieurs conflits dans le pays, mais fast-forward, dans les années 50, le pays vit un renouveau. Et donc, lors des années 50, l'Afghanistan abolit le régime Purdah, qui avait des règlements très stricts qui dictaient la vie des femmes, puis qui renforçaient le port du voile, ainsi que la ségrégation sexuelle. C'est donc les années 50 qui marquent un point tournant pour les femmes afghanes qui gagnent des libertés personnelles, puis ça leur permet d'avoir une vie publique beaucoup plus importante et significative qu'elles ont pu l'avoir dans les dernières, 25 années. Puis c'est en 1964 qu'une nouvelle constitution arrive en Afghanistan, puis elle se concentre sur les droits des femmes. Elles ont le droit de vote officiel, elles peuvent même assister à la vie économique du pays, puis ça fait changement des années auparavant. Puis à ce moment-là de l'histoire, l'Afghanistan s'est rallié avec l'Union soviétique et c'est devenu un pays qui penche plus vers le communisme puisqu'il est dirigé par le People's Democratic Party. Puis donc, ça permet plusieurs avancées en parlant des droits des femmes, mais les violences, elles continuent puis elles persistent dans le pays provenant des Mujahideen, qui sont un groupe conservateur présent dans le pays qui sont comme émergents puis plus du côté conservateur et anticommuniste. Puis c'est à partir des conflits à l'aube des années 70 que les droits des femmes en Afghanistan vont continuer à dégringoler jusque dans les années 90. Puis c'est lors des guerres civiles, qui est notre troisième partie importante du podcast, que le retrait des Russes dans le pays, lors des guerres civiles, puis c'est à ce moment-là que les femmes vont perdre beaucoup de leurs droits, parce qu'en quittant le pays, les Mujahideen reprennent le pouvoir, puis c'est à ce moment-là que les femmes feront face à des violences puis des répressions consécutives et systématiques. Puis tout le progrès qui avait été fait, il tombe à l'eau, puis leurs droits à l'éducation et au travail sont enlevés, puis les femmes sont enlevées de la sphère publique et économique. Elles perdent leur indépendance, puis maintenant, elles doivent porter des burqas, elles doivent absolument être accompagnées d'hommes en public. Le quatrième point important, c'est l'arrivée des régimes talibans à ce moment-là. Je vais faire une petite définition des talibans pour savoir de qui on parle. Donc, les talibans, c'est un groupe et un mouvement de fondamentalistes religieux qui sont issus de la branche sunnite islamique et ils imposent sur la population des lois très restrictives qui proviennent de l'islam. Les femmes sont bannies d'aller à l'école, de travailler, d'avoir accès à des services médicaux faits par les hommes, mais vu que les femmes n'ont pas le droit de travailler, elles ne peuvent pas être médecins, donc les femmes n'ont pas nécessairement le droit d'avoir un accès médical de base, de santé, rien du tout comme ça. Elles peuvent pas montrer leur peau en public, elles doivent couvrir leurs fenêtres pour pas que les gens les voient de l'extérieur, donc c'est vraiment, on met les femmes chez elles, il faut pas qu'elles sortent, il faut qu'elles soient cachées. Les violences domestiques sont légalisées, le viol, c'est la faute des femmes, puis elles peuvent même se faire accuser de crimes moraux, d'adultère et même tuer pour des fois se faire violer, puis des choses qui sont vraiment hors de leur pouvoir.
Puis les talibans, eux, en 1996, vont prendre le pouvoir en Afghanistan après plusieurs guerres civiles qui perdurent depuis des années. Puis les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école, les femmes n'ont plus le droit d'avoir des emplois d'éducation. C'est une grande période de noirceur pour le droit des femmes, puis on peut qualifier ça comme la pire de leur histoire. L'arrivée des talibans, ça montre le recul de la société à ce moment-là de l'histoire, c'est le plus drastique. Après 2001, après les attentats de 2001, il y a eu des grands conflits, comme on le sait déjà, avec les États-Unis. Puis les talibans vont perdre le pouvoir du pays. Puis heureusement pour les femmes, une nouvelle constitution a été adoptée dans le pays qui donne les droits égaux aux femmes et aux hommes. Malgré ce procès-là, les femmes ont quand même de la difficulté à appliquer leurs droits à cause des plus conservateurs qui ont de la difficulté à dissocier la femme des tâches plus traditionnelles, de la division sexuelle du travail. Donc, on les rabaisse aux tâches ménagères, s'occuper des enfants. Puis, elles sont mises à l'écart dans les sphères sociales et culturelles du pays et elles continuent de vivre des violences et de la discrimination. C'est en 2005 que le gouvernement adopte le EVAW, c'est l'Elimination of Violences Against Women, qui veut criminaliser certaines violences faites envers les femmes. Mais tout ce progrès-là ne va pas durer longtemps avec le retour des talibans en 2021. Et c'est après toutes ces années de progrès depuis 2001 que les femmes, encore une fois, vont reperdre leurs droits avec l'arrivée des talibans parce que leur régime leur empêche, encore une fois, d'aller à l'école, les jeunes filles de dépasser une éducation de niveau secondaire 1, d'avoir des soins médicaux, de sortir dehors sans chaperon, de se balader publiquement sans voile et de couvre-visage. On abolit même les femmes du ministère des Affaires féministes. Donc, on leur empêche, encore une fois, de participer à la vie politique. Puis toutes ces affaires-là montrent que, même encore aujourd'hui, les femmes ont des droits qui diminuent en Afghanistan. Maintenant, moi, Ingrid, je vais vous parler du recul des femmes en Afghanistan sur une perspective sociologique. Le recul brutal des droits des femmes en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021 ne peut être compris uniquement comme une décision politique ou religieuse. Il s'inscrit dans un système social profondément patriarcal structuré par des normes de genre, des mécanismes de contrôle et un pouvoir symbolique puissant qui naturalise la domination masculine. La sociologie offre ainsi des outils précieux pour pouvoir analyser cela. Alors, premièrement, on a le patriarcat. En Afghanistan, la domination des hommes sur les femmes s'est toujours exercée à travers la famille, les institutions religieuses et l'État. Mais avec l'idéologie talibane, cette hiérarchie prend une forme extrême et théocratique. Le patriarcat est non seulement toléré, mais érigé en norme sociale, légitimisé par une interprétation fondamentaliste de la charia. Les femmes sont exclues de la sphère publique, elles ne peuvent plus accéder à de l'enseignement secondaire et universitaire, elles sont interdites de travailler dans la majorité des sphères administratives et leur présence dans les lieux publics est souvent soumise à des restrictions, comme par exemple le voile intégral ou être accompagné par un homme, ou même des couvre-feux. Aussi, on a la socialisation genrée. Dans les régions rurales d'Afghanistan, les femmes grandissent dans des environnements où la soumission, l'obéissance et le silence sont présents et sont vus comme des vertus féminines. Dès leur plus jeune âge, elles sont socialisées à rester dans l'espace privé, à s'occuper de foyers et de leur mari. La prise de pouvoir des talibans renforce cette socialisation genrée, car l'école devient un privilège masculin. Les femmes sont privées d'un espace fondamental pour développer leur autonomie. Leur esprit critique et leurs idées sociales sont interdites. En leur interdisant l'éducation, le régime empêche toute transformation des rôles genrés. Ensuite, on a les normes sociales et le contrôle social. Les normes sociales en Afghanistan sont fondées sur des conceptions strictes de l'honneur familial et de la vertu féminine. Toute femme qui sort seule, qui parle publiquement ou qui refuse les règles du voile intégral est perçue comme une menace sociale. Cette norme est renforcée par le contrôle social extrêmement fort, tant que formel qu'informel. Alors, du côté formel, avec la présence de la police religieuse qui surveille et qui punit les comportements jugés immoraux, et du côté informel, avec la pression sociale des proches, le voisinage et la communauté, qui sont tous là à observer ce que la femme fait. Et cela participe au maintien du rôle de la femme comme étant soumise. Ensuite, nous avons le pouvoir symbolique. Le sociologue Pierre Bourdieu parle du pouvoir symbolique pour désigner ce mécanisme invisible qui transforme les rapports de domination en normes perçues comme naturelles. En Afghanistan, les talibans imposent une vision de la sociologie où l'infériorité des femmes est présentée comme divine, naturelle et bénéfique. Les femmes sont exclues au nom de leur protection, entre guillemets. On justifie leur silence comme une forme de dignité, leur invisibilité comme un respect religieux.
Ce discours idéologique empêche toute remise en question car il fait passer l'oppression pour une évidence et une norme. Ensuite, nous avons les structures sociales. Le recul des droits s'explique par des structures sociales profondément inégalitaires. La société afghane est construite sur la division des rôles rigides où les femmes sont confinées à l'espace domestique et dépendantes économiques, juridiques des hommes. En supprimant l'éducation, le travail, la liberté de déplacement et l'expression politique, les talibans consolident un ordre social qui repose sur l'exclusion systématique des femmes. C'est une stratégie de contrôle qui rend totalement impossible toute forme d'émancipation pour les femmes. En conclusion, il serait simple de déduire le recul des droits des femmes en Afghanistan à une seule application de la charia. Ce recul s'inscrit dans un système patriarcal complexe mené par la socialisation, les normes, la peur et le pouvoir symbolique. Les femmes afghanes ne sont pas uniquement des victimes d'un régime religieux, elles sont des cibles de systèmes sociaux structurés pour les faire taire. Mais face à cela, des formes de résistance émergent, des écoles clandestines, des réseaux de soutien, du journalisme ou des témoignages de personnes qui sont exilées. La sociologie nous rappelle que certains domaines ne sont jamais naturels et peuvent être contestés.